à tous, je m'appelle Sophie Marek, je suis doctorante en histoire des sciences et des techniques à Brest. Ma communication s'intitule Histoire comparée des activités portuaires et de l'anthropisation de baies situées en marge de leurs pays respectifs, le cas des baies de Saint-Brieuc, France, et de Bahia Blanca, Argentine, entre 1828 et 1917. Par ailleurs, ma thèse porte sur une histoire comparée des activités littorales et maritimes et de l'anthropisation des baies de Saint-Brieuc et de Bahia Blanca entre 1815 et 1914. Selon le dictionnaire Littré, une baie est définie comme un petit golfe à l'entrée étroite. Ces deux baies, situées à la périphérie de leurs pays respectifs, constituent deux territoires menacés au début du XIXe siècle et présentent la particularité d'être situées à plus de 500 km des centres de décision de leurs pays respectifs. C'est pourquoi les habitants de ces deux baies tournent le dos à la mer. Pourtant, dans le second XIXe siècle, ces baies seront aussi touchées par le phénomène d'anthropisation, la croissance des activités humaines contribuant à la modification du milieu naturel. Dans les années 1860, Martin de Moussy décrivait l'estuaire de Bahia Blanca comme une grande baie parsemée d'îles. Selon le rapport de Carlos Pellegrini, 250 navires pouvaient trouver refuge dans le port, encore rudimentaire, dont le débarcadère était situé à 2 km de la ville. Comme nous le voyons à l'image, la baie de Bahia Blanca a une superficie 3 fois supérieure à celle de la baie de Saint-Brieuc, dont les ports s'ouvrent modestement le long de la côte. Après les guerres de Révolution et d'Empire qui ont paralysé les activités dans les ports de la Manche occidentale, la reprise de la pêche à Terre-Neuve débute vers 1920. Proviennent principalement des archives départementales des Côtes-d'Armor pour les ports de la baie de Saint-Brieuc et des archives nationales du monde du travail de Roubaix pour certains ports de la baie de Bahia Blanca. Outre les rapports d'ingénieurs, nous nous appuierons sur les discours des savants qui ont visité ces deux baies, à l'instar de Darwin, d'Orbigny ou de Moussy pour la baie de Bahia Blanca et de Quatrefages, Coste ou Joubin pour la baie de Saint-Brieuc. Notre étude commence en 1828 avec la création d'un port et d'un fort dans la baie de Bahia Blanca qui devient, 6 décennies plus tard, un véritable nœud ferroportuaire. Après un timide redémarrage des havres de la baie de Saint-Brieuc pour la pêche à Terre-Neuve, les élites portuaires briochines optent au milieu du XIXe siècle pour le commerce et l'industrie métallurgique, laissant les ports voisins se consacrer à la grande pêche. Ces activités nécessitent le creusement de bassins à flot, dont le dernier, mis en service à Saint-Brieuc en 1917, marquera la fin de notre étude. Celle-ci a pour objectif de comparer les dynamiques portuaires impulsées dans ces baies par les élites économiques et politiques, puis leurs effets sur l'environnement. Après avoir périodisé l'histoire technique et scientifique de chaque baie entre 1828 et 1917 sous le prisme des équipements portuaires de transport et d'accueil, nous questionnerons sur cette période les conséquences environnementales du développement de nouvelles activités maritimes entraînant la construction d'infrastructures de transport qui ont par ailleurs renforcé la relation port-ville. À la fin du XIXe siècle, le port du Légué de Saint-Brieuc était un port d'échouage. Durant la décennie qui suit les guerres de Révolution et d'Empire, ce port est doté de 400 mètres de quais le long de ses rives, à la demande de ses armateurs. Sous la monarchie de Juillet, un premier projet prévoit 2 bassins à flot pour le port du Légué. En 1846, des fonds sont même alloués à ce projet, mais ces travaux d'aménagement sont stoppés par la Révolution de 1848. Sous la Troisième République, la politique d'aménagement portuaire revient à l'ordre du jour, non seulement pour les grands ports, mais aussi pour bon nombre de petits ports
grâce au plan Freycinet. Comme l'écrit le géographe Maurice Lelanoux, c'est l'ère des bassins à flot. Serpent de mer depuis des décennies, le bassin déjà creusé est achevé en 1885 dans le port du Légué par la construction d'une écluse. Le premier bassin à flot du port de Paimpol est quant à lui achevé un an plus tard, en 1886, alors qu'il est en projet depuis 1862, pour y accueillir les 80 goélettes de pêche en Islande. Lors de la visite du ministre des Travaux publics en février 1892 à Binic, son maire demande la création d'un bassin à flot. Sa réalisation a été rendue nécessaire pour assurer le développement des armements pour la pêche en Islande et le commerce local d'exportation des produits agricoles de la région, ce qui correspond aux activités du port de Paimpol, tandis que les armateurs du port du Légué se sont, comme nous l'avons dit, reconvertis dans le commerce et l'industrie depuis le milieu du XIXe siècle. Malgré des travaux préparatoires effectués en 1896, le bassin à flot du port de Binic est de nouveau demandé, sans succès, en 1913 puis en 1931. Ce n'est qu'en 1966 qu'il sera véritablement réalisé. Dans les ports de Paimpol et du Légué, un deuxième bassin à flot voit le jour au début du XXe siècle. La construction du port de Paimpol s'effectue en effet en 4 ans, de 1898 à 1902, tandis qu'à Saint-Brieuc, une délibération du conseil municipal formule le vœu, déjà émis à différentes reprises, de voir le vieux port du Légué transformé en bassin à flot. En 1917 est ouvert le bassin à flot numéro 2. En conséquence, l'espace occupé par le port d'Échouage s'en trouve considérablement réduit entre 1878 et 1917 au profit des bassins à flot. En 1928, Narcisse Barchap, géomètre français, entreprend, avec une troupe commandée par le colonel Estomba, une expédition à destination de Bahia Blanca. Selon Alcide d'Orbigny, ce site présente un très bon port pour 30 à 40 navires qui resteraient échoués à marée basse sur un fond de vase. 30 ans plus tard est construit le premier quai en bois sur les marges du Naposta. Mais le port n'est en réalité qu'un ancrage naturel à son embouchure où s'effectuent le chargement et le déchargement de marchandises venant de Buenos Aires. À partir de 1882, la compagnie anglaise du ferrocarril del Sur, ayant obtenu la concession du prolongement des voies jusqu'à Bahia Blanca, procède sur le quai del Puerto à l'importation de matériel ferroviaire. Celui-ci est destiné à la construction de la ligne d'Azul à Bahia Blanca, qui sera inaugurée en mai 1884. Un an plus tard, la ferrocarril del Sur entreprend la construction d'un autre quai courbe entièrement en fer, destiné à la circulation des trains. Le 28 juillet 1900, l'entreprise sollicite un permis pour construire un quai additionnel de bois et de hauteur 9 mètres, à l'ouest de celui qui existait déjà à Bahia Blanca. Entre 1902 et 1904, le port se dote ainsi d'un quai de haut niveau, le High Level Dock, et l'extension du quai métallique est achevée, donnant naissance au célèbre Iron Dock avec une forme caractéristique en T. En 1901, commencent les travaux du port de Galvan sous la direction de Frank Steven. Au début, ce port, qui se résume à un quai de bois long de 468 mètres, permet le chargement et le déchargement de 2 navires de grand tonnage. Le quai en bois fait en fait partie des travaux préliminaires de ce port, qui se déroule non sans difficulté en raison des caractéristiques physiques du site. Décidée en 1896, la construction de la base militaire commence en 1898 dans un mouillage de la baie de Bahia Blanca, appelé Puerto Belgrano, à environ 30 km du port d'Ingeniero White,
nouveau nom d'El Puerto, port de Bahia Blanca. Au tournant du XXe siècle, de nouveaux ports sont créés, comme Quatreros par l'entreprise Sansinena ou le port commercial de Bahia Blanca par Julien Abel Pagnard sur le mouillage d'Arroyo Parera, non loin de la base militaire. Des ports de la baie de Saint-Brieuc et les compagnies anglaises ou françaises ayant construit les ports dans la baie de Bahia Blanca n'ont pas hésité à modifier la physionomie des ports et de la côte afin d'accueillir des navires aux grands tirants d'eau, ce qui a nécessité des dragages coûteux et fréquents pour accéder aux ports, notamment à ceux de fond de baie comme Ingenieuro White ou Le Légué. Mais ces dragages ont aussi contribué à l'appauvrissement de la ressource halieutique, comme a pu l'établir Louis Joubin en baie de Saint-Brieuc, s'appuyant sur la carte des ressources de la baie de Saint-Brieuc qu'il a donc publiée en 1908. Autre conséquence, l'entrée des baies a dû être sécurisée pour favoriser le transport maritime par la création ou le renforcement d'un système de phares et de balises, à l'image du Faro Recalada à l'entrée nord de la baie de Bahia Blanca ou du phare des Eaux de Bréa dans la baie de Saint-Brieuc. Même si ces activités sont en déclin à la veille de la Première Guerre mondiale, le port de Binic s'adonne toujours à la grande pêche et est aussi impliqué dans le cabotage anglo-normand. Si ce port accueille des navires à voile puis à vapeur, il semblerait que cela soit l'apparition de bateaux à pétrole qui aient porté un coup fatal à l'herbier, sorte de grande prairie marine qui s'étendait sur toute la baie de Binic. Aussi à la littoralisation de ces côtes du fait de l'exploitation de ressources provenant de la baie terrestre et maritime, tout comme de l'hinterland, ce qui provoque l'arrivée croissante de nombreux navires à vapeur, notamment en provenance d'Angleterre. L'extension des infrastructures pour faire face à l'afflux des navires européens, notamment, est à l'origine de la création de noyaux de population spontanés, comme à Punta Alta, lors de la construction du port militaire de Puerto Belgrano. De même, le port et la localité d'Ingenieuro White surgissent ainsi dans un contexte où l'appropriation du littoral est naissante. Il constitue ainsi le premier nœud ferroportuaire de la baie de Bahia Blanca. La compagnie du ferrocarril del Sud, qui gère ce port, charge en 1905 l'entreprise C.H. Walker de Londres de l'exécution de travaux de dragage, de quais et d'installation dans le fond de la baie de Bahia Blanca afin de permettre la manutention intensive des céréales. Ces travaux, achevés dans la première décennie du XXe siècle, modifient considérablement le paysage à l'embouchure de la baie, notamment avec la construction d'un élévateur à grains d'une capacité de 24 000 tonnes. En conclusion, nous pouvons affirmer que l'appropriation du littoral grâce au développement des ports ou à leur création, associée à l'arrivée du chemin de fer, a entraîné une modification du paysage des baies de Saint-Brieuc et de Bahia Blanca entre 1884 et 1917 par des terrains gagnés sur la mer, des marais asséchés ou transformés. La circulation accrue de navires et d'hommes dans ces baies ont appauvri certains fonds marins, perturbant durablement les écosystèmes côtiers. Enfin, l'estran sera également touché par la littoralisation et par le développement d'industries nouvelles comme l'ostréiculture. Je vous remercie de votre attention.